C'était hier le 1er mai, date à laquelle les syndicats descendent dans la rue. Ce sera dans 8 jours, le 10 mai, le 40e anniversaire de l'arrivée de François Mitterrand de la gauche au pouvoir. Un François Mitterrand qui avait mis dans son programme la 5e semaine de congé payé et la retraite à 60 ans, promesse tenue. Les 35 heures, promesse tenue mais pas par lui qui s'arrêta à 39. Il y a 40 ans, une époque où on pensait que les lendemains seraient meilleurs que le présent. 40 ans plus tard, la retraite à 60 ans fait partie du passé et ce sera pire après la réforme à venir. Les 35 heures ne veulent plus rien dire et le chômage est de plus en plus mal et de moins en moins longtemps indemnisé. Ne reste plus que la 5e semaine de congé que certains voudraient bien supprimer. Logique, il faut s'adapter à la concurrence mondiale et aux pays à bas salaire, sans retraite ni protection sociale qui nous font concurrence. Et il n'y a pas que les pays à bas salaire où le progrès social passe par pertes et profits, puisque aux USA, il y a un mois, les salariés de l'entrepôt de Bessemer, l'entrepôt Amazon de Bessemer dans l'Alabama, ont voté contre l'implantation d'un syndicat dans leur entreprise. La mondialisation a-t-elle tué le progrès social? C'est notre débat du dimanche. Et pour le moment, vous êtes 93,7% à dire oui. Avec nous pour en débattre, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO de 2004 à 2018, auteur du livre Manifs et chuchotements, publié chez Flammarion. Bonjour. Bonjour. Et Michel Fils, sociologue, auteur du livre De l'abîme à l'espoir, les années folles du mondialisme 1945-2020, un livre édité chez Mise et Mésis Sens Social. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Mailly, quand on est syndicaliste, et je vais vous poser la question à vous après, Michel Fils, ou quand on est de gauche et qu'on voit le 1er mai arriver, est-ce qu'on se dit que finalement, qu'est-ce qu'on se dit en pensant à cette date ? Que quel que soit le nombre de participants, il faut maintenir le 1er mai parce que contrairement à ce qu'on entend chaque année, c'est pas la fête du travail. Je rappelle que le concept de fête du travail, c'était inventé par Pétain. Oui, donc, 41. Voilà, que c'est une journée internationale de solidarité et de revendication. Et quand on voit, même si ça allait bien en France, ce qui n'est pas le cas, ne serait-ce que par solidarité avec des camarades de pays africains ou au Myanmar aujourd'hui où vous avez des syndicalistes emprisonnés ou à Hong Kong, etc. Cette journée de solidarité est essentielle. Et pour vous, Michel Fils ? Je crois que c'est évidemment une date symbolique qui permet d'ailleurs de remettre sur le devant de l'actualité cette question sociale qui a été quand même largement oubliée au cours de ces dernières années. Alors, est-ce que vous imaginez, c'est amusant, on est pile à 1 an du second tour de la présidentielle. Est-ce que vous imaginez pour la présidentielle un candidat promettre, sans se faire traiter d'hurluberlu, par exemple, une réduction du temps de travail ou un non-recul de l'âge de la retraite, par exemple ? Sur le temps de travail, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit une priorité pour les salariés. C'est la priorité pour les salariés. Aujourd'hui, c'est la question des salaires, bien entendu, du pouvoir d'achat. C'est aussi la question de l'organisation du travail et la question de l'emploi. Est-ce que je vais conserver mon emploi ou si j'ai un emploi précaire, est-ce que je vais pouvoir avoir un CDI? Je pense que ce sont plus là les priorités qu'une réduction du temps de travail. D'autant que je rappelle que la mise en place des 35 heures, ce sont les salariés qui se sont payés les 35 heures, d'une certaine manière, avec une modération salariale pendant plusieurs années, avec une flexibilité, une annualisation du temps de travail. Donc je ne pense pas que ce soit une priorité pour les salariés aujourd'hui. Quant à l'âge de la retraite, je pense que ça va encore faire débat dans les... je ne sais pas si ça démarrera avant la présidentielle, puisque le président de la République veut remettre le dossier. Mais au moins, après la présidentielle, ce sera encore un enjeu de débat, oui. Michel Fils, est-ce que vous imaginez un candidat qui promettrait pour l'an prochain la 6e semaine de congé payé, les 32 heures, et le retour de la retraite à 60 ans? Tout le monde le traiterait d'hurluberlu, non? Oui, d'abord, je crains que cette campagne présidentielle soit axée une fois encore sur la question de la sécurité. Moi, je pense que par rapport à la question sociale, il faudrait arriver à considérer que ce n'est pas une question appendice, si l'on peut dire, qui vient quand toutes les autres questions sont résolues. La question sociale devrait être considérée comme une question majeure, et même la première question à traiter pour un pouvoir politique, quel qu'il soit. Là, il y a un enjeu absolument important et capital. Voilà, il ne faut pas que cette question sociale soit reléguée derrière toutes les questions. On le voit bien avec la Covid-19. On a considéré qu'il y avait une priorité, la question sanitaire, qu'il fallait protéger dans le même temps la question économique et la question sociale était un peu sur la marge, dans la périphérie des préoccupations du pouvoir exécutif. Alors justement, quand vous voyez le vote des salariés d'Amazon à Bessemer, c'est dans l'Alabama, qui ont voté contre l'implantation d'un syndicat
dans leur entreprise, dans leur entrepôt. Est-ce que vous dites pas, avant de parler des salariés des pays pauvres qui font concurrence et qui jouent sur le progrès social avec la mondialisation, est-ce que vous dites pas que vous, l'ancien syndicaliste Jean-Claude Mailly, mais je crois que syndicaliste un jour, syndicaliste pour la vie, que les salariés même des pays riches sont devenus des salariés résignés? Non, je pense pas du tout ça. D'abord, les salariés des pays pauvres ne sont pas responsables des conditions de la concurrence, ils sont exploités. Je rappelle qu'il y a 60% des travailleurs dans le monde, salariés ou indépendants, qui sont en situation de travail informel. Donc, c'est pas eux qui sont responsables. Qu'est-ce que vous appelez le travail informel? Ça va, un travail où vous n'avez pas de protection sociale, vous n'avez aucune garantie. 60% des travailleurs dans le monde. C'est énorme. C'est énorme, oui. Alors, c'est différent selon les pays. Quant aux États-Unis, c'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas. Pour s'implanter aux États-Unis, un syndicat doit effectivement, il doit y avoir une espèce de référendum. Absolument. Il faut plus de 50% des salariés disent oui. Et il faut savoir que les employeurs, qui ne veulent pas de syndicats, bien entendu, font un travail avec des lobbyistes importants de pression sur les salariés pour qu'ils refusent. On raconte n'importe quoi sur les syndicats. Donc, c'est pas nouveau. Moi, je dis toujours, quand on parle de ce dossier, d'aller voir un vieux film des années 70 qui s'appelle Nord-Marais, qui raconte l'histoire d'une implantation d'un syndicat dans une usine de textile J.P. Stevens, tirée d'une histoire vraie. Mais ça a toujours été le cas aux États-Unis. Par contre, quand le syndicat arrive à s'implanter, après il pèse dans l'entreprise. En général, oui. Michel Fize, est-ce que vous pensez, quand vous voyez ce qui s'est passé dans l'Alabama chez Amazon, que les salariés des pays riches sont, allez, on va le dire, résignés? Je ne pense pas. Moi, je pense encore une fois, si vous me permettez d'élargir un peu la question et pour sortir du cadre franco-français, je pense qu'il y a un défi, c'est d'essayer de passer d'une mondialisation libérale capitaliste à une mondialisation social-démocratique. Parce qu'encore une fois, cette mondialisation pourrait devenir une mondialisation heureuse, c'est-à-dire une mondialisation au service de tous, car on voit bien qu'elle creuse les inégalités, non seulement entre pays riches et pays pauvres, mais au sein des pays riches eux-mêmes. Il faut savoir qu'il y a quand même encore 50 millions de pauvres aux États-Unis. Alors, je crois que ce que les événements d'hier ont montré, c'est qu'il y a un problème syndical ou un problème de positionnement syndical. Et une question, peut-être qui serait une question pour vous, quel est l'avenir du syndicalisme français? Comment va-t-il se positionner par rapport à des travailleurs qui ont quand même tendance à vouloir pratiquer aussi la démocratie directe? Vous savez, la démocratie représentative et la démocratie, je dirais, participative, traversent aussi le champ syndical. Donc il y a une réflexion engagée sur la manière dont on va recoordonner salariés et représentants syndicaux. Jean-Claude Mailly. Oui, je suis d'accord avec Michel Fize quand il dit qu'on peut avoir, c'est pas la mondialisation en tant que telle, c'est sur les conditions de la mondialisation qui ont accru les inégalités et créé des fractures. Quant à l'avenir du syndicalisme, moi je pense que la démocratie représentative est essentielle. Qu'on peut pas, c'est vrai dans le domaine politique comme c'est vrai dans le domaine social. Rappelez-vous le mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas possibilité de discuter parce qu'on ne savait pas qui discutait. Enfin, le gouvernement, à l'époque, ne savait pas qui discutait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre parallèlement en place des procédures de démocratie dite directe. Mais vous savez, je prends un exemple au Royaume-Uni, les citoyens, je crois que c'est au bout de 100 000 signatures, voire moins, peuvent obligatoirement obliger le Parlement à traiter d'un dossier. Voilà, ça c'est une forme de démocratie directe. Mais je pense que la démocratie représentative, ça veut dire on a un mandat, on est élu pour ça, si on fait mal le boulot, on peut perdre son mandat, c'est un élément essentiel de régulation. Alors justement, on va revenir sur un point important, Michel Fize. Dans le plan de relance de l'UE, on l'a vu ce week-end, la réforme des retraites ressemble à une monnaie d'échange. Est-ce que c'est pas quand même quelque part un peu choquant en pleine période de pandémie? Je pense que si on voulait parler de maladresse, on en aurait une majeure par ses positions. Je pense que à partir du moment où on va sortir, on l'espère, progressivement de cette crise sanitaire, il faudra aborder la question sociale sous un angle positif, progressif, une réforme positive, pas une réforme régressive. On ne va pas évidemment retirer des indemnités à des personnes qui sont déjà dans le besoin. Il faut quand même savoir que la crise sanitaire a élargi le nombre des gilets jaunes par l'esprit.
Hein. Je dis, la France, quelque part, c'est jauni. Donc, je crois qu'il faut vraiment mettre de côté, une bonne fois pour toutes, et la réforme des retraites et la réforme du chômage. Qui entre en vigueur le 1er juillet, celle du chômage. Hein. Oui, bon, je pense qu'il ne faut pas... Un pouvoir intelligent est un pouvoir qui ne s'entête pas. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas opportunité à remettre sur le tapis une question qui risque encore une fois d'attiser le feu qui est aujourd'hui important. Jean-Claude Mailly, j'avais parlé de la réforme des retraites. Michel Fize a anticipé sur la réforme du chômage. Et ça pose quand même question de remettre ça sur le devant de la scène alors que la crise sanitaire est quand même loin d'être terminée et qu'on ne connaît pas encore les conséquences sociales. Oui, je considère que je suis d'accord avec Michel Fize. Il faudrait remiser à la fois la réforme d'assurance chômage qui a été faite au forceps sans tenir compte de ce que disaient les interlocuteurs sociaux. Tous les syndicats sont contre, y compris le patronat, pour des raisons différentes. Quant au dossier retraite, le gouvernement, quand il présente son plan à Bruxelles, qu'il met ces deux dossiers, c'est pour réduire demain le déficit, c'est pour rembourser la dette. Hein, il a pris l'engagement dans le document à Bruxelles de revenir à 2,8% de déficit budgétaire en 2027. Avec une facture Covid de 424 milliards minimum, déjà c'est impossible. Est-ce que ça veut dire que demain on refait de l'austérité, ce qui serait dramatique socialement? Donc il y a une autre façon de concevoir les échanges internationaux, y compris au niveau européen d'ailleurs. Hein. Il y a une autre manière de faire. Mais en même temps, en ce moment, le gouvernement a par exemple prévu qu'au 1er janvier 2022, donc c'est demain, oui, toutes les cotisations des caisses de retraite complémentaires. Philippe David, vous cotisez dans une caisse de retraite complémentaire. Cette caisse connaît ce que vous cotisez et ce que vous aurez demain. On va transférer tout le système des cotisations aux URSSAF. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'URSSAF sait que Sud Radio, voilà combien Sud Radio paye pour l'ensemble de ses salariés, mais vous ne connaissez pas, vous, individuellement. Ça veut dire qu'on risque une espèce de catastrophe industrielle à partir du 1er janvier 2022. Ça veut dire qu'il continue sur les retraites. Il le fait en dessous, mais il continue sur les retraites pour mettre en place son régime unique. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Fize? Oui, mais vous savez, le combat pour faire assimiler la protection sociale à l'assistanat est un vieux combat. J'ai retrouvé une vieille déclaration d'un grand patron en 1987, François Dalle, qui disait qu'il ne fallait plus appliquer le Code du travail. C'était le patron de L'Oréal. Je le rappelle, parce que tout le monde ne le sait pas, c'était il y a plus de 30 ans. Tout à fait, voilà. Et donc, il disait qu'il faut diminuer à tout prix les garanties collectives et affaiblir absolument la protection sociale. Et bien, tout ça, ça a entraîné la loi travail, mise en place par M. Hollande et confirmée par monsieur Macron. Encore une fois, puisque vous parliez de progrès social, c'est le thème de l'émission, je crois qu'une réforme doit aller dans le sens du progrès social. Donc il ne faut pas aggraver la précarisation, il faut en sortir. Et je pense qu'aujourd'hui, pire que la pauvreté, il y a la précarisation, parce qu'il y a un nombre encore beaucoup plus considérable de précaires que de pauvres. 10 millions de pauvres, mais combien de précaires? Beaucoup, peut-être chacun d'entre nous quelque part. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation, Jean-Claude Mailly. Ça vous inquiète, vous, en tant que syndicaliste? L'ubérisation, c'est un des éléments de la précarité, effectivement, parce que quand vous travaillez pour une plateforme, vous n'êtes ni salarié et vous n'êtes pas réellement indépendant, puisque vous êtes en subordination économique. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire... D'ailleurs, certains pays transforment les salariés des plateformes, les indépendants en salariés. Ça s'est passé en Espagne, en notamment. Espagne, en Angleterre. aux États-Unis, il y a eu aussi au Royaume-Uni, effectivement. Donc ça, c'est un problème de précarité. Mais en même temps, vous avez beaucoup de ces gens qui travaillent pour les plateformes qui ne souhaitent pas être salariés. Ils souhaitent être réellement indépendants, mais avec un droit à la formation, avec un droit à la protection sociale. Moi, je dis toujours, quand vous êtes chauffeur de VTC, à la fin du mois, bien souvent, pour 60 ou 70 heures par semaine, il ne vous reste que 800 ou 900 euros par mois. D'accord, il nous reste 40 secondes. Est-ce que la mondialisation a tué le progrès social pour vous, Michel Fize? Oh ben oui, mais d'abord, elle n'était pas faite pour ça. La mondialisation libérale, puisque c'est d'elle dont il s'agit, c'est en réalité l'expansion du capitalisme à la planète entière.
Et pour vous, Jean-Claude Mailly? Oui, il faut revoir complètement les règles de fonctionnement et de régulation économique au niveau national, européen et international. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup. Je remontre vos livres d'ailleurs, 2 excellents bouquins. Michel Fils, De l'abîme à l'espoir, les années folles du mondialisme, publié aux éditions Mimésis Sciences Sociales. Et Jean-Claude Mailly, on vous avait reçu d'ailleurs dans le livre du dimanche, Manifs et chuchotements chez Flammarion, et vous recevra dans le livre du dimanche. Merci à tous les deux. Verdict, 93,9% pensent que la mondialisation a tué le progrès social.